Vous êtes une écrivain, dramaturge, romancière, militante guadeloupéenne et aussi comédienne. À votre actif, vous avez une quinzaine d'ouvrages publiés et de nombreuses mises en scène de théâtre. Vous venez de publier, le mois dernier, Des doutes et des errances, suivi des Atlantiques amers aux éditions du Manguier. Alors ce sont deux pièces qui s'imbriquent, qui forment une espèce de diptyque et qui ont été jouées récemment en Guadeloupe. Et vous les présenterez les 30 et 31 janvier 2015 au musée d'Appert à Paris. Pouvez-vous me parler donc de ces deux pièces, de ce diptyque ? Mais toutes vos informations sont exactes. J'espère bien. Bon, alors, d'abord, vous parlez des Atlantiques amers, parce qu'en réalité, bien que ce texte soit le deuxième dans l'ouvrage, c'est le premier texte qui a été écrit à la suite d'une commande d'un théâtre breton. Le TNB, Théâtre National de Bretagne. Et donc, j'ai commencé à vouloir travailler la mise en scène de ce texte qui parle essentiellement des événements de 2009 en Guadeloupe et de la manière dont, de part et d'autre de ces Atlantiques, amers, puisqu'ils ont une histoire que nous n'oublierons pas, de part et d'autre, de la façon dont, de part et d'autre de ces Atlantiques, les gens ont vécu ce mouvement. Ceux qui étaient ici avec peut-être une fièvre, un désir de retour pour participer, ou ceux qui étaient tout à fait inintéressés par ce qui se passait là-bas, et le même mouvement de l'autre côté. Et puis, la mise en scène de ce texte est un peu compliquée. Il y a beaucoup de comédiens. Et finalement, des comédiens, nous nous sommes retrouvés 3. Et donc, le texte des doutes et des errances est un peu cette espèce de constatation sur la difficulté de créer, de rassembler une équipe pour créer, et en même temps les questionnements que cela peut soulever de se trouver dans un processus de création, autant d'écriture que de mise en scène, mais également pour les comédiens qui sont là, les questions que soulève en eux le texte des Atlantiques amers, c'est-à-dire eux-mêmes sont amenés à s'exprimer sur leur désir ou leur non-désir de rentrer au pays. Mmh. Si vous le permettez, je vais vous lire un extrait de votre ouvrage qui évoque donc le mouvement de 2009 en Guadeloupe. Je vais vous dire ce que je ressens vraiment. Tout d'abord à propos de notre pays, de nos pays. Depuis une trentaine d'années, le travail de sape est entamé. Faire taire les plus rebelles, faire entrer dans le rang ces îles remuantes, en s'appuyant sur des alliés de poids, les écrivains, les philosophes, les psychologues, les artistes et les politiciens. Un os à ronger ici, un poste là, une éloge ici, un prix là. Une poignée de main suffit quelquefois, une médaille. Regardez-nous, écoutez-nous, la manière de s'habiller, la manière de parler, la langue utilisée, cette référence permanente à la métropole. Plus rien ne signifie plus rien. Le vide, le vide, le vide. Vous êtes parti sur le plus ardu. Alors, vous voulez que je commente ce que j'ai déjà écrit ? Tout à fait. C'est ce que je ressens. Pourquoi le plus ardu d'abord ? Le plus ardu parce que c'est certainement le texte, la partie de texte qui m'a semblé devoir susciter les réactions les plus fortes. Je n'en ai pas eu de réaction à ce jour sur le texte lui-même. Bon, peu importe. Et les gens n'ont peut-être pas encore lu le livre. Il a été acheté pendant notre séjour, donc les réactions ne vont pas tarder peut-être. Mais pour moi, c'était très important de dire cela et d'une certaine façon de nous libérer de quelque chose que certains d'entre nous ne peuvent pas dire parce qu'ils ont essayé, parce qu'ils ont voulu se mettre au service du pays, et que petit à petit, dans cette mise au service du pays, entre guillemets, dans un cadre bien donné, qui est le cadre, parce que c'est dit dans le cadre de la République française, un peu plus tard, il est dit, plus loin, il est dit que nous avons d'une certaine façon abandonné cette parole contradictoire
qui n'est pas forcément une parole de rebelle, mais au moins une parole contradictoire, une parole qu'on peut porter des gens avant nous, comme Césaire, Fanon, par exemple, et que ce retrait d'une parole qui interroge le réel, qui interroge cette relation aussi avec la France, peut-être que la mise en sommeil de ce questionnement a sans doute des répercussions sur le social, je pense, aujourd'hui. Mmh. Ce mouvement de 2009 en Guadeloupe, c'était un mouvement pour rien finalement? Non, c'est pas le texte que vous venez de lire n'est pas à propos du mouvement de Mmh. 2009, hein. Le mouvement de 2009 a été vu pour moi, hein, une espèce de soulagement. Il y a d'ailleurs l'un des personnages des Atlantiques amers qui le dit. J'avais l'impression que plus rien n'allait se passer, que nous étions fichus, ces longues cohortes de voitures dans des voitures climatisées, dans l'enfer de la circulation, ces regards vides qui se posent sur vous sans paraître vous voir. Tout cela me donnait le sentiment que nous étions en train de mourir. Et finalement, il y a eu cette chose-là, d'un seul coup, qui dit, mais non, nous ne sommes pas morts, nous pouvons encore vivre, nous pouvons encore rêver, et nous pouvons peut-être encore nous aimer de façon différente, peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc pour moi, ce mouvement de 2009 a été cathartique, mais il a été tellement vite étouffé sous toutes sortes de tentatives, y compris les États généraux, les années de l'outre-mer, et ce que moi je considère être une propagande, parce qu'effectivement, il y a eu des fermetures d'entreprises, mais la société était déjà dans un tel état en 2009. La crise a commencé en 2008, la grande crise mondiale a commencé en 2008. Donc il y a certainement eu des fermetures d'entreprises liées à la grande crise, aussi des fermetures d'entreprises liées à ce mouvement de grève qui a duré 44 jours. Je trouve qu'il est un peu injuste de faire porter à ce mouvement toutes les tares qui, de mon point de vue, sont directement liées aussi à une récession très forte. Mmh. Je voulais en venir à votre itinéraire personnel. Comment vous êtes venu en littérature? Et je précise ici que vous n'êtes pas seulement dramaturge, hein. Vous avez écrit des nouvelles, des poèmes, vous avez écrit 2 romans. Comment vous êtes venu à tout ça? Eh bien, sans doute par la lecture. Je crois qu'avant tout par la lecture, par le goût de lire. J'ai essayé de me dire, si jamais il me parlait de mes lectures, qu'est-ce que je pourrais dire? Et je me suis aperçue du fait que c'était tellement divers, foisonnant depuis le plus jeune âge, parce que j'ai des grandes sœurs. Je suis la dernière, enfin l'avant-dernière, mais l'autre est décédée, de ma famille. Et donc, il y avait tellement de gens qui lisaient des choses tellement différentes avant moi, que j'ai pu passer de Cesbron à Troya, peut-être j'avais 10 ans, à Kessler, puis à Hemingway, ensuite en même temps à Fenimore Cooper avec Le Dernier des Mohicans, et en même temps je lisais Hakim Zambla et Fantomas. Enfin, je veux dire, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. Et j'ai beaucoup aimé ça, et je continue d'aimer cela, vraiment. Je crois que j'aurais pas écrit si j'avais pas autant lu. D'accord. Et plus particulièrement, quels sont les écrivains qui vous ont le plus inspiré? Eh bien, les écrivains qui m'ont le plus inspiré, ce sont d'abord des femmes anglophones, parce que j'ai fait des études d'anglais, et j'aime énormément. Alors, on m'a reproché déjà de citer des grands noms, mais je ne peux pas faire autrement. Ce sont ces gens-là que j'aime. Virginia Woolf, Catherine Mansfield, Carson McCullers, ça fait partie de mes études, et ça fait partie des découvertes amoureuses même, quasiment, en termes de littérature. Une espèce d'écriture à la fois tragique, mais en même temps avec une grande réserve dans le tragique, une manière d'être tragique sans le hurler sur les toits. Moi, je trouve que l'écriture féminine a cela, et
par exemple, un peu plus tard, je lirai Une si longue lettre de Mariam Abba, et je trouve dans Mariam Abba cette même fragilité et cette même profondeur. Mhm. Et parmi les écrivains caribéens? Parmi les écrivains caribéens, eh bien, j'aime la poésie. J'aime évidemment, je vais citer Derek Walcott, parce que bon, et bon, beaucoup d'anglophones, hein. C'est pas Mhm. pour rien que mon livre l'un de mes ouvrages s'appelle La Jamaïque et mon Afrique. Beaucoup d'anglophones. Et puis, évidemment, nos incontournables, Césaire. J'ai beaucoup aimé Chronique des Sept Misères de Patrick Chamoiseau. Mhm. Après, j'ai moins été attirée par les autres romans, mais j'ai beaucoup aimé, adoré même, Chronique des Sept Misères. Euh, et puis, Simone Schwartz-Bart, j'ai beaucoup aimé Pluie et vent sur tes nuées miracles. Mhm. Un peu moins Tigeant l'horizon. Et en matière de théâtre, j'aime beaucoup sa pièce Tombeau capitaine. D'accord. Gertier Damburé, vous organisez également des rendez-vous culturels, on peut dire ça comme ça, que vous avez baptisé le Sénat. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Oui, le Sénat, c'est parti d'un chauvinisme actif. Je voulais faire quelque chose sur la Guadeloupe. Donc au départ, le premier Sénat s'est appelé La Guadeloupe, c'est un poème. Et en fait, en réalité, je voulais faire découvrir les littératures de la Guadeloupe. Et puis, comme je ne suis pas assez chauvine, finalement, j'ai élargi les choses aux littératures de la Caraïbe. Et donc, le Sénat, c'est un moment un peu particulier, hein, une forme très, très, très vivante de rencontre entre des textes et un public. Mais au cours de ces rencontres, le public a la parole. Et au cours de ces rencontres, des comédiens disent des textes qu'ils ont quelquefois appris ou quelquefois ils les lisent, mais les comédiens ont autant de liberté que le public. C'est-à-dire que l'intervention du comédien n'est pas prévue à l'avance. Il sait on sait qui va dire tel texte, mais le comédien a la liberté de décider du moment où il sent que son texte est approprié. Et ça crée une espèce de relation comme ça, très vivante entre le public et un public qui sont d'ailleurs, on a beaucoup d'affidés. Il y a des gens qui n'ont jamais raté un Sénat et qui demandent quand est le prochain Sénat. D'ailleurs, le prochain Sénat, c'est le 13 décembre dans le café du musée d'Aper. D'accord. C'est toujours dans un café, parce que en tout cas dans un espace où nous pouvons avoir des petites tables et où le public est assis sans le savoir. Ils finissent par le savoir maintenant, à côté d'un comédien qui d'un seul coup va se lever et va dire un texte. Et voilà. Excusez-moi, 13 décembre à quelle heure au musée d'Aper? Les Sénats ont toujours lieu entre 15h et 18h le samedi après-midi. Très bien. Donc le 13 décembre à 15h au musée d'Aper. Et cette fois, le thème est en relation avec le thème de l'exposition, la dernière exposition du musée d'Aper, ce sera l'art de manger. Et donc, on s'interrogera sur la place de la bouffe, de la nourriture dans la littérature. Et peut-être, je ne peux pas vous dire exactement le thème parce que les Sénats sont très préparés, on discute énormément et on n'est pas toujours d'accord sur ce qu'on va faire. Donc, la prochaine préparation de Sénat, c'est le 5 novembre. Donc, je ne peux pas vous dire exactement, mais en tout cas, moi, j'ai envie qu'on parle de la malbouffe aux Antilles et des conséquences sur la santé et voir si ça traverse déjà la littérature. Vous avez également créé une structure qui s'appelle la Fabrique Insomniaque, qu'on peut retrouver sur Internet. Qu'est-ce que c'est la Fabrique Insomniaque? C'est un joli nom d'ailleurs. C'est la compagnie de théâtre, enfin c'est une association qui porte plusieurs projets. Le premier projet, c'est le théâtre, et c'est surtout de mettre en avant des futurs jeunes, enfin ils sont jeunes, mais des futurs comédiens ou metteurs en scène. D'ailleurs,
des doutes et des errances n'est pas mise en scène par moi, mais par Jalil Leclerc, qui a 30 ans et dont on peut dire que c'est sa première grande mise en scène, même si auparavant il a été assistant sur des mises en scène. Excusez-moi, Jalil qui est un comédien guadeloupéen. Oui, Jalil est un comédien guadeloupéen. Il participe d'ailleurs au Sénat et donc des doutes et des errances, c'est sa première mise en scène, l'épreuve du feu pour lui. Et donc la Fabrique Insomniaque a 3 objectifs. Le premier, mettre en scène des pièces et pousser à renouveler le cheptel de comédiens et de metteurs en scène. Le deuxième objectif, c'était, mais là on l'a un peu abandonné, d'accompagner des jeunes qui n'en ont pas les moyens à la découverte de la culture en règle générale. Donc on a accompagné des jeunes au musée, au Macval, au musée d'Appert ou ailleurs. Et le troisième objectif, c'est, dans un souci de faire découvrir les littératures de la Caraïbe, d'avoir un jour un lieu où des gens qui veulent découvrir la littérature de la Caraïbe, des chercheurs, peuvent trouver des ouvrages, en particulier des ouvrages épuisés, parce que c'est l'un de nos problèmes. Les éditions caribéennes ont disparu et donc il y a des tas de livres qui ne sont plus, disponibles. Mais en tout cas, nous sommes plusieurs à mettre ensemble nos bibliothèques pour pouvoir un jour permettre à des gens de découvrir dans un endroit spécifique les littératures de la Caraïbe. D'accord. Je vous remercie, Gerty Dambury. Je rappelle le titre de votre nouvelle pièce de théâtre, Des doutes et des errances, suivi des Atlantiques amers, publié aux éditions du Manguier, édition qui d'ailleurs publie tous vos autres livres. Merci encore. Merci à vous.